Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la mission la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. On est sur Radio Occitanie sur 98.3. On est avec une belle petite équipe encore autour de la table et on va commencer par les attaquants. Notre numéro 10 préféré, je vous parle pas d'Amin Adli mais bien sûr de Auxence. Comment ça va Auxence ? Bonsoir à tous, ça va très bien. Nos demi-relayeurs qui n'ont rien à envier au trio Batave, c'est Nathan et Vincent. Comment ça va les gars ? Bon, il y a du travail mais content d'être là, oui. Moi j'aime bien me projeter vers l'avant, je peux jouer en attaque s'il te plaît coach. Tu seras relayeur. Je sais pas ce que ça veut dire, je connais rien au foot, c'est pour ça que je fais du taf. Moi je vais représenter un peu tout le monde ce soir, mais les hadistes sont excusés parce qu'ils travaillent. Ils sont Mireille les hadistes, calme-toi. Non, les hadistes sont au boulot, donc on les embrasse bien sûr. Mais comme je suis cartadiste, je vais jouer en défense pour cette compo. Et on sera coaché à la technique pas par un technicien, mais par deux, parce que Mathis est tellement mauvais qu'il faut bien qu'il ait quelqu'un pour l'aider. Comment ça va Mathis ? T'es vraiment un bâtard. Mais bon, ça va nickel, hein. J'espère que je vais faire un retour gagnant. Exactement, et en plus, oui, vas-y. Je voulais savoir qui était Zanko et qui était Debev dans le duo là. Non, parce qu'il connaît pas, parce que je l'aurais clashé, mais il connaît pas Mathis. Mais moi je pense que Mathis ressemble plus à Debev. ça part sur le physique direct là. Est-ce que je peux dire que c'est un enculé ou pas ? Oui, tu peux totalement. Et on a Elliot aussi qui est avec toi, Elliot que vous connaissez, qui a la technique ce soir. Ils sont deux, parce que Mathis aussi, voilà. Il faut qu'Elliot tu apprennes quelques petits tours sympas. Ça va Elliot ? Ça va très bien et vous ? Ça va, merci. Allez messieurs, voilà, le tour de présentation est fait. On a même des spectateurs qui sont avec nous et ça c'est un régal aussi. Mais le programme aujourd'hui, messieurs, ça sera les news. On va parler du centre de formation, ça c'est Nathan qui nous le fera. On va parler un peu de Toulouse Po, mais très rapidement on va plus donner le résultat parce que je pense que personne n'a vu le match ici malheureusement. On va surtout après parler de la preview Le Havre TFC, puisqu'on aura avec nous en direct quelqu'un de 100% havré, donc il va venir nous présenter les points forts, les points faibles du Havre, etc. Ce sera du coup un invité supporter adverse, ce sera Gilles qui viendra nous rendre visite. Ensuite, on fera une petite pause musicale, c'est Mathis qui aura choisi la musique, donc on vous réserve la surprise pour tout à l'heure. Et on appellera un supporter qui s'est inscrit sur le site de la feuille de match, messieurs. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site, faire comme lui et venir participer avec nous. Comme il n'est pas sur Toulouse, on l'aura par téléphone et on fera un petit bilan de ce début de saison. Et puis il a quelques points à aborder. Et si le temps nous le permet, on verra. Auxence, il a prévu le coup parce qu'Auxence, il bosse bien, lui. Il a un petit quiz de côté. Du coup, et on verra si on a le temps pour le faire. Voilà messieurs pour le joli programme que nous avons. On va entamer cette 120e émission, Vincent, si je me dis pas de bêtises. Ou 121e 120e tout pile. 120e tout pile, et ça c'est beau. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est pas ma faute. Mathis, voilà pourquoi on a recruté Elliot, c'est pour le remplacer bien entendu. La relève. Bon, le logiciel a planté bien sûr. En tout cas on les remercie tous les deux parce que c'était quand même plaisir qu'ils soient à la technique. J'ai oublié, mais Vincent, ils peuvent réagir, les auditeurs, sur le compte Facebook de la feuille de match, sur le Twitter F2M Toulouse. Ils peuvent envoyer des messages sur le compte privé aussi d'Instagram. Enfin, on est un peu partout. Sur Open d'avant aussi, sur LinkedIn, n'hésitez pas. C'est toi qui répondras à tout ça et qui pourra lire les commentaires de nos supporters qui nous suivent, de nos auditeurs. Nathan, qu'est-ce qu'on fait nos jeunes du centre de formation ? Attention, tu as la pression parce que la semaine dernière on avait la binocle, donc Florent. Donc va falloir que tu sois bon. De lui succéder. Va falloir que tu sois bon. La roulette. On commence par les bonnes nouvelles ou les moins bonnes ? Je vous laisse le choix. Les moins bonnes, comme ça on finit par du positif. Allez, les moins bonnes. Donc 2 défaites à noter ce week-end. Donc notamment de la réserve qui s'est inclinée à Beaucaire sur le score de 2-0. À noter qu'il y avait le retour de Peterson dans les buts. C'était le seul joueur pro qui a disputé cette rencontre. Voilà. Toujours pas gagné un match le pauvre, mais voilà. Je vais pas le dire moi, je te remercie. Donc petite défaite, donc deuxième d'affilée, ça c'est quand même un début de saison assez poussif de la part de la réserve. On rappelle la défaite donc première journée 2-1 à Agde. Donc voilà, c'est un début de saison assez difficile. 13e place. Là, le prochain match c'est face à Nîmes au stade Robert Barran. Donc pourquoi pas espérer lancer la saison pour cette équipe. Donc ensuite les U19 se sont imposés 4-2 contre Ajaccio. À noter le retour de Bancarel sur le banc des Corses. Donc petite victoire, première victoire de la saison donc en 3 matchs. TFC qui compte 4 points. Et les U17 ont perdu à Montpellier sur le score de 3-1. Donc voilà, petite contre-performance. Les U17 qui tournaient assez bien ces dernières saisons, qui nous habituaient à des débuts de saison un petit peu en fanfare et à jouer dans les trois premières places.
Donc voilà, dire week-end assez compliqué. Ouais. Alors, d'ailleurs, Florent nous disait la semaine dernière que cette génération U17, on peut le dire, est une génération dorée. Donc peut-être dans les prochaines années, 1 ou 2 joueurs qui perceront. On va pas, voilà, c'est jamais non plus une quinzaine de joueurs, mais peut-être qu'il y en a 1 ou 2 qui pointeront le bout de son nez d'ici 2 saisons. Donc à suivre cette génération, à suivre. Et ensuite, on va enchaîner, si vous voulez, le résultat du match amical de la semaine dernière. Dis-moi tout, Nathan. Donc une victoire 3-2 de nos Toulousains avec un but de Pipo Rhys-Hillet qui a ça lui fait du bien parce qu'il était sur quelques matchs sans marquer, mine de rien. Donc il a retrouvé le chemin des filets. Mamadi Bangré il est allé de son but et Van Den Boomen a clôturé donc la victoire 3-2 en deuxième mi-temps. A noter que les Toulousains étaient menés par 2 buts d'écart à la 30e minute avant que Rhys-Hillet ne réduise le score. À noter aussi la titularisation de Nicolas Hyssen, la première depuis qu'il est arrivé. Apparemment il a été plutôt solide. On n'a pas vu le match, on a vu des résumés. Je peux le dire parce que vu l'horaire tout le monde a un travail tout simplement. C'est 11h du matin. Tu peux te permettre ce genre de vanne maintenant toi. Ouais, c'était pas le cas. On oublie souvent le passé. Exactement. Donc voilà, victoire 3-2 bon pour une équipe assez remaniée, quelques titulaires aussi, mais voilà, ça permettait de... La première du frère de Tousgar aussi, j'ai vu. Oui, aussi, donc permettait de voir quelques joueurs à l'œuvre. Ouais. Donc on n'a pas pu voir en direct live. Non, mais par contre, nos collègues, nos confrères de lesviolets.com l'ont commenté ce match, donc eux, ils ont pu le voir. Auxence, tu as eu des retours peut-être des copains là? Je me souviens qu'il a fait un match assez moyen hormis le but. Donc, okay. bon, mais il marque, c'est bon pour la confiance. Ça l'excuse un peu, voilà. Après, sinon, quoi d'autre Spearing, c'est Van Den Boomen qui apparemment était très très bon. Ouais. Et la rentrée de Begraoui qui est décisive. Les gars, je l'ai pas mis dans les news, mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu. T'as fini, Nathan? Pardon, excuse-moi. Oui, j'ai fini. Le TEF a lancé son élection du violet du mois. Et j'ai suivi ça un peu de près. Alors, je sais pas si vous avez vu, ils ont fait aussi une ouverture sur Twitter, là, des fameux chats ouverts aux supporters, etc., qui est d'ailleurs une bonne initiative, je trouve, une très bonne initiative. Ils se défendaient de ne pas remis Branco Van Den Boomen parce qu'ils se sont misés sur les notes des matchs. Donc, du coup, on se retrouve avec Deyegereux, Ngoumou et Ado. Et on n'a pas Van Den Boomen. Et ça a été très critiqué sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Sur les 3 qui vous élisez, vous violet du mois. Et est-ce que pour vous, Van Den Boomen doit figurer dans cette liste? Alors j'aimerais rajouter pour moi un absent qui pour moi mérite, c'est Dessler. Oui, il est bien ce petit. Et Anthony Roux aussi peut-être, non? Ouais. Enfin il y en a plein. Après, ils se défendaient à la com et ça je pense qu'ils ont raison, que ça a tellement été fort collectivement qu'il était très difficile d'en sortir un et qu'ils ont pris par rapport aux notes des matchs, ce que je peux entendre. Personnellement, je pense que Ngoumou, malgré ce qu'il a fait de bonnes choses, n'a rien à faire dans ce violet du mois. Van Den Boomen doit y être. Si on s'en tient justement au point de vue statistique, il a juste été énorme. Si je me trompe pas, c'est 4 buts de passes décisives. Non, l'inverse, 4 passes décisives de buts. Donc c'est quand même, voilà, il a été un des grands artisans de notre bon mois d'août. Son coup de pied arrêté est toujours aussi précieux. Dans le jeu, pareil, il a apporté sa patte. En plus, voilà, il mérite un peu la reconnaissance étant donné que l'an dernier, il a eu un passage à vide au moment où on l'attendait le plus. Donc c'est le genre de joueur à mettre en avant quand il réalise un bon début de saison, et c'est ce qu'il a fait depuis le début, puisque pour moi c'est au milieu de terrain, on a Deyegereux qui a eu du mal à se lancer. Lui il a été régulier vraiment depuis la première journée, Van Den Boomen, donc assez surpris de pas le voir dans ce classement là, et j'espère que ça va pas lui porter atteinte et qu'il va continuer sur sa lancée lors du mois de septembre. Parmi les 3, vous mettez qui? Ado, Ngoumou ou Deyegereux? Rapide à choisir. Deyegereux pour Vincent. Ado. Deyegereux. Et pareil, on va dire c'est le plus régulier. Les autres par défaut là. En termes de régularité, je trouve. Alors, dommage qu'il n'y ait pas Mehdi ce soir. Plus régulier, je trouve que c'est Ado quand même, qui monte en puissance par rapport à Deyegereux. Deyegereux a été un petit match des fois, alors que pourtant je trouve qu'il n'était pas forcément. Moi j'aurais mis Van Den Boomen, mais si je dois en faire les 3, oui, on va dire Deyegereux, c'est vraiment lancé à Pau, quoi. Donc c'était quand même la 3e journée, donc. Oui, non, bien sûr. Petite précision quand même sur Van Den Boomen, si je me trompe pas, il a fait partie du top 4 du joueur du mois de juillet-août de la Ligue 2. Oui, et il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu, c'est Ben Raoult qui a gagné. Ouais. Mais il était quand même
dans le top 3, alors que nous on le met même pas chez nous quoi. Et c'est Donc, bon. peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas été mis dans le violet du mois parce qu'il était déjà en Ligue 2. Donc... Non, c'était parce il l'a expliqué, Vincent Ducloseau, je sais pas si c'est ça sur Twitter, enfin bref, celui qui gère la com, qui d'ailleurs qui est très intéressant et qui a l'air très chouette, mais qui voilà, ils ont pris par rapport aux notes du match, etc. Bon, voilà, ils ont pris en compte, c'est la première fois, on va pas les accabler non plus, laissons-leur le temps. Moi je trouve l'initiative est quand même bonne, bon c'est un peu du bling bling, mais bon, c'est toujours sympa, c'est toujours marrant de faire ça. On va enchaîner, du coup on va accueillir notre invité, mais juste avant qu'on accueille notre invité Gilles qui vient du 100% Havrais, on va envoyer un petit... Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Et voilà, nickel, merci Mathis, il était au point. Et maintenant on accueille le Gilles de 100% Havrais. Est-ce que tu nous entends, Gilles? La chocolatine, bonsoir. Yes. Salut pain au chocolat, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Merci à toi Gilles d'être avec nous dans l'émission. Donc écoute, on a beulé depuis 3-4 minutes, mais voilà, tu viens de 100% Havrais, donc un fervent supporter du Havre. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept? J'ai vu que vous faisiez du podcast un peu comme nous, mais du coup qu'est-ce que ce concept de 100% Havrais avant qu'on s'attaque au match? Alors, actu.fr pour être exact. Actu.fr, pardon. Le nom du site. C'est en fait c'est un regroupement de. À la base, c'est 2 supporters havrais qui sont basés en Île-de-France qui ont créé un site sur le hack et puis petit à petit ça a grossi et on a désormais donc un podcast, des vidéastes qui nous ont rejoints en se greffant à Actu. Et on publie à peu près autant d'articles que possible, tant sur l'équipe première que sur les féminines, que sur les jeunes du centre de formation. Et on est désormais peut-être le site de référence pour la communauté havraise désormais. Vous avez des relations avec le club du Havre? Aucune. On n'a aucune relation avec le club. C'est pas qu'on veut pas en avoir, c'est que pour le moment le club fait cavaler seul, il fait sa communication de son côté. Nous de notre côté, en tout cas, ça nous permet en tout cas de garder une certaine indépendance vis-à-vis du club, vu qu'on peut à loisir les critiquer ou dire qu'ils font des choses bien. Et on a déjà lancé les invitations de manière ouverte parce qu'il puisse y avoir des joueurs ou des joueuses qui viennent nous voir ou même l'entraîneur. Et si on les a, c'est très bien, et si on les a pas, on se débrouille. J'ai l'impression qu'on est dans la même galère. En tout cas, Gilles, merci de la présentation, bienvenue. Nous, c'est un peu la même chose, mais côté toulousain, et on est très content de t'accueillir parce que tu vas pouvoir nous présenter au mieux cette équipe havraise. Parce que même si on suit quand même le football, qui de mieux qu'un vrai supporter havrais pour nous la présenter. Quelles sont les ambitions du Havre cette saison, Gilles? Alors c'est paradoxal parce qu'on a 2 discours. On a le discours de l'entraîneur qu'on peut entendre, qui est de on va tranquillement, on met les jeunes en place, on essaie de faire quelque chose. Et de l'autre côté, il y a le président qui a réitéré encore une fois des envies de monter. Il avait dit on vise la montée, et c'est pour ça qu'on a recruté. À l'époque, on avait recruté un joueur en prêt du Paris Saint-Germain pour un arrière droit. Alors qu'il y a un wagon de départ qui était en route, donc ce discours était parfaitement inaudible. Et au niveau des ambitions, il faut plus se baser sur une position entre la 5e, si ça veut vraiment rigoler, et la 10e place, qui sera la planche basse de ce qui est faisable en l'état actuel des choses. Ah oui, donc on est sur de l'outsider, on va dire. Si c'est dans le barrage, c'est cool, mais si c'est en top 10, ça suffit quoi. Oui, parce qu'à partir du moment, de toute façon, que tu n'as pas eu de vraies recrues, sauf que là maintenant, on a recruté Papy, il nous bat le dernier jour pour une somme rondelette vis-à-vis du profil de joueur. On avait une seule recrue, Valdé, qui était arrière droit prêté par le Paris Saint-Germain, qui débute en professionnel véritablement cette année. Et à côté de ça, beaucoup de départs et beaucoup d'intégration de jeunes. Donc ça peut refaire un revival de 2008 où le Havre avait quelques grognards et beaucoup de jeunes et ça avait fini par une première mais un jeune, on sait très bien que dans sa première saison il peut se tenir exposé dans tous les sens du terme et qu'à bout d'un moment il met plus un pied devant l'autre et il n'y a plus de solution de rechange derrière, il n'y a plus de solution de rechange et on est obligé de faire sans et ça finira vers la place. On a assuré un petit match 4 points avant, chose qu'on a quand même réussi à faire en début de saison par rapport à l'année dernière. Ok. Et vous, côté supporter, vous vous attendez à quoi de votre équipe sur cette saison?
Pas d'ennui, parce qu'on s'est tellement emmerdé l'année dernière. C'était un ennui absolu à beaucoup trop de matchs avec Romain et Florian sur le podcast. Honnêtement, il y a des fois où on s'est dit à fin de match, vous avez suivi jusqu'au bout. J'en ai certaines fois, ils avaient lâché, et d'autres fois, on s'est vraiment forcé à regarder parce que c'était du pauvreté dans le jeu affligeant. Et cette année, au moins, on a de l'envie, il y a un peu de jeu, il y a des jeunes du centre de formation, donc il y a vraiment tout ce qui est réuni pour qu'on ne s'ennuie pas. On a déjà vu beaucoup plus de jeux en fin de match cette année que sur toute la saison dernière. Donc qu'on continue à avoir ça et qu'on retrouve de l'enthousiasme et de l'envie à suivre notre équipe toutes les semaines. Nathan va te poser une question, Gilles. Ouais, selon toi, est-ce que vous êtes armé pour avoir ce rôle de l'outsider? Parce que je me souviens l'an dernier, les matchs qu'on avait vus contre Toulouse, il me semble qu'on a eu 4-3. Vous revenez 2 fois au score. Il me semble Bonnet qui marque. Hein? Bonnet qui marque. Ouais, c'était quand même. Le match au Stadium l'année dernière, on s'en souvient très bien. C'est la deuxième belle erreur d'arbitrage qu'on avait à la suite, donc on l'avait un peu, on s'en souvient bien. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est bien? Mais tu vois, c'était le problème, c'est que c'est le Havre Gémeaux. C'est en première mi-temps, vous avez roulé et le côté du Havre, c'est très mauvais. Gilles, on t'entend pas très bien. Il y a des moments où ça bug un tout petit peu. Et, vous avez eu le côté pile l'année dernière où c'était très bien, et vous avez eu le côté face, ça c'était la deuxième mi-temps du match où là ça rentre, ça fait les pressings, il y a un peu de jeu, et c'est le problème, c'est qu'on a été excessivement inconstant l'année dernière, on n'a pas été capable de tenir pendant 90 minutes le bon côté, et c'est pour ça qu'on se retrouvait enfin à avoir toujours des matchs compliqués, qu'on s'est rendu compliqués, on ne s'est sauvé officiellement qu'à quasiment 2 journées de la fin de mémoire, donc c'était très léger, et on s'est fait peur, et paradoxalement c'est en se faisant peur au final qu'on a réussi à avoir un peu de vie et un peu d'émotion, parce qu'il y a quand même eu quelque chose à sauver, et malheureusement c'est vrai qu'on n'a vraiment pas eu assez de constance et assez de jeu l'année dernière, mais tout simplement parce qu'on est orphelin de Tino Kedewere qui vient juste d'être remplacé là maintenant. Donc pendant un an, on n'a pas eu de remplaçant à Tino Kedewere, et Raïd Boutaïb était hors de forme quand il est arrivé, donc ce qui fait que tu n'avais quasiment pas d'attaque. À un moment, quand il n'y a personne pour mettre les ballons au fond, même s'il y a un peu de construction avant, c'est compliqué de gagner des matchs, surtout quand ton meilleur buteur pendant longtemps s'est appelé TSC. Donc c'est sûr que c'était pas comme ça qu'on pouvait obtenir des résultats conséquents. Auxence a une question pour toi, Gilles. Alors oui, Gilles, j'ai une question. Quelle est la réputation en fait de Paul Le Guen vis-à-vis des supporters havrais? C'est compliqué parce que ça c'est un de ces mots d'ailleurs en plus. Ça a été paradoxal. Tu m'aurais dit jusqu'à la fin de saison dernière, il y avait quand même une grosse pression, et les gens étaient vraiment pas convaincus de ce qu'il faisait, dans le sens où tu as Paul Le Guen, ancien entraîneur de Lyon, du Paris Saint-Germain, qui est quand même quelqu'un qui compte dans le football français et qui est un des plus gros staffs de Ligue 2 qu'il y avait l'année dernière. C'était très compliqué. C'était très compliqué parce que en fait, on n'avait pas de vision. Et le fait de bien recalibrer le discours, et que les supporters désormais sont en phase avec des objectifs justement on essaie de décrocher un maintien tranquille, on intègre les jeunes et on voit ce que ça peut donner. Là ça match avec les ambitions. Et autant là, les supporters seraient peut-être en décalage complet avec la présidence. Je pense que vis-à-vis de Paul Le Guen, ça s'est un peu rabiboché. Par contre, ensuite, il y a toujours des péchés dans le jeu. Et peut-être que le nouveau système qui va peut-être être mis en place justement contre le TFC, avec désormais une rotation en attaque supplémentaire, va peut-être permettre de voir plus de jeux, plus de buts, et ça pourrait avoir un effet d'entraînement assez sympathique. Et pour le moment, ça reste quand même assez partagé. Gilles, lundi prochain, Havre TFC en prime time sur beIN. C'est quoi les points forts du Havre? C'est où qui peuvent nous faire mal, nos amis havrais là? Déjà la défense. La défense est très forte. On a un gardien qui, pour sa première vraie saison comme titulaire, a enchaîné 4 clean sheets en 6 matchs. C'est propre. Vu le chantier qu'il y avait, c'est quand même assez impressionnant.
Donc la défense est solide. Vous allez, si vous ne les connaissez pas encore, rencontrer 2 jeunes au milieu de terrain. Vous allez avoir, pour moi, celui qui est la deuxième révélation du championnat pour le HAC cette année, c'est Amir Richardson, fils de l'ancien grand joueur de basket Michael Ray Richardson, qui a été initialement formé à Nice et qui a fini sa post-formation au Havre. Très impressionnant. Et à côté de lui, vous allez avoir Abdoulabba. Celui-là aussi, retenez bien son nom. Je pense que vous allez le revoir pas longtemps en Ligue 2 et vous le verrez dans des clubs d'une certaine envergure plus tard. Il a une technique absolument phénoménale. Donc c'est de ce secteur-là que ça peut venir et que ça peut faire quelques échanges. Et puis le Havre est un gros vivier de formation. Ils ont sorti quand même pas mal de joueurs. Mais après les points forts, les points faibles, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, parce que nous on vient pas pour juste visiter la Normandie, on vient quand même pour remporter 3 points. C'est quoi vos points faibles? L'attaque va être problématique pour toutes les raisons que j'ai énumérées précédemment. Et il y a un gros point d'interrogation, c'est sur les latéraux défensifs. D'accord. On a perdu Oumout Meras là pendant le mercato, c'était à peu près annoncé. On a aussi perdu Oyo Koulibaly qui est parti à Parme. Donc les 2 arrières latéraux titulaires l'année passée sont partis. À droite, vous allez avoir Kano Baldé, donc jeune du Paris Saint-Germain, qui apprend un peu le métier. Et à gauche, on a Nolem Mbemba, un échec dans le recrutement au milieu l'année dernière, qui est en phase de reconversion comme arrière latéral, droit pour commencer, puis gauche maintenant. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, mais là aussi tout dépendra du système. Si Paul Le Guen veut que ses arrières latéraux participent aux phases offensives, là il y aura de bons coups à jouer peut-être pour vous. Si par contre il les laisse derrière, plus compliqué à mon avis de passer, parce que s'il se contente juste de défendre, là ça peut faire le café. Bah, surtout que notre force à nous, messieurs, je sais pas si vous me rejoignez, c'est quand même les côtés. Enfin, nos latéraux sont assez offensifs, nos ailiers le sont aussi assez performants. Donc, il va y avoir un vrai match dans le match, j'ai envie de dire. Gilles, comment vous voyez le TFC, vous, de Normandie? Parce que nous, on en parle toutes les semaines. À la télé, comme tout le monde. Hein. Ils en ont courant et tout, tu sais. Non, mais comment vous voyez le TF? Parce que nous, on se voit un peu pas trop beau, mais bon, l'année dernière, les gens se sentaient favoris. Bon, on savait que ça allait être dur. On finit 3e un peu au pied de la Ligue 1 face à Nantes. Là, cette année, on sent qu'il n'y a pas vraiment de favoris qui se dégagent. On se dit peut-être que c'est notre année à nous. Mais nous, on est des supporters, donc c'est sûr qu'on va toujours essayer d'être optimiste, parce qu'on essaie d'être le plus objectif possible. Mais vous, de l'extérieur, comment vous voyez cette équipe toulousaine? Est-ce qu'on vous fait peur? Est-ce que vous nous prenez à la légère? Enfin, comment vous nous voyez? Pas à la légère, de toute façon vous êtes le club de Ligue 1 en Ligue 2 hein. Tu nous vois comme ça quand même? C'est comme ça qu'en tout cas qu'a fait Damien Colmoli l'année dernière, il y a un an. On avait parlé dans notre émission, on disait oui, le club de Ligue 1 en Ligue 2 qui au final malheureusement a loupé son début, et c'est ça qui vous coûte la montée entre autres. Oh oui. Mais non, vous êtes quand même parmi les gros hein. Je veux dire, vu de l'extérieur, même si vous avez perdu Amin Adli qui a illuminé le championnat l'année dernière, personne ne peut croire que Toulouse est une petite équipe dans ce championnat. Nous, on se voit comme une équipe qui est descendue récemment, qui a encore des ressources, et que tout départ que vous avez pu avoir, vous restez quand même Toulouse avec ses forces, et le classement que vous avez actuellement, c'est pas négligeable. Et vu que d'un autre côté, le HAC a la réputation de se sublimer face à des équipes du haut de classement, et encore plus quand ça passe en match décalé, donc effectivement, ça peut donner un très beau match. Ouais. Sauf si c'est Robert Mal qui commente, parce que Robert Mal, à chaque fois il y a 0-0, donc c'est un peu chiant, mais on l'embrasse. Oui, mais on l'aime pas, et vu qu'il nous aime pas, au moins ça c'est bien. Oh, nous ne dérange pas. On va pas en venir là, on va pas porter des problèmes avec des gens qu'on n'a pas, on en a déjà assez avec d'autres. Tu dois nous piquer un joueur. Tu nous piques qui sur l'effectif actuel? Compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de vous piquer personne, j'ai déjà envie de voir moi ce que mon équipe peut me donner. Mais bon. Mais si tu dois en choisir un gratos, là, demain, on te dit t'en prends un, il va jouer au Havre, tu nous prends qui? On peut t'en donner si tu veux, on a dedans. Écoutez, je prends Rice Isley, comme ça au moins il marquera pas contre nous cette fois. Ah, intéressant.
Gilles, écoute, le temps file, mais il nous reste encore deux petites minutes pour faire les pronos hebdomadaires. Nous, chaque semaine, on fait des petits pronos. Alors, à l'époque, on faisait un classement et tout, mais là, cette année, j'ai décidé que j'en avais marre. Du coup, je fais plus de classement, mais on fait quand même les pronos. Tu les as jamais fait en plus. Si, alors là, mec, je les ai sur mon drive. Je te ressors tous les résultats de l'année dernière, sauf que j'attends c'est relou à faire. Je te les montre juste après l'émission. Allez. Gilles, prono AF TFC. Toi, attends, on va pas commencer par toi, comme ça, on va faire une mini balance parce que sinon, ça va être trop facile. Nathan, tiens, tu nous dis quoi? Il nous faut du coup les buteurs et le score exact. Alors là, ça va être. Est-ce que nous a dit Gilles? Est-ce que tu as eu peur? Moi, perso, je suis moins confiant que avant l'émission. Du moment qu'on a une équipe avec une assise défensive qui est plutôt solide, on sait qu'on se casse un peu les dents des fois. Bon, allez, je vais te sortir. C'est compliqué. Une victoire à l'arraché 1-0. Allez, 1-0 en fin de match. Voilà. Bon, pour faire plaisir à Gilles. Qui reprend un corner loupé là, il va te mettre une patate en lucarne la surface de réparation. Voilà. Auxence. Allez, 2-0. Pour qui? Pour Toulouse. Dessler et Spearings. Gilles, pour mettre un peu une balance positive dans tout ça, qu'est-ce que tu vois comme score et comme buteur? 1-0 et but d'Amir Richardson. Ah, donc on est sur une victoire havraise. Un bon début de championnat, ce serait pas mal. Et comme je dis, vu qu'on aime bien jouer les gros, 1-0. Je vois bien 1-0. Tu aurais pu dire Alexandre Bonnet aussi, parce qu'on a l'habitude, quand on raconte des anciens, qui nous fassent plaisir avec un petit but aussi. Le problème d'Alex, c'est qu'il est sorti de l'équipe et il rentre vraiment sporadiquement. Et oui, il peut nous refaire comme l'année dernière, mais si c'est pour avoir le même score qu'au Stadium, ça m'intéresse moyen. Mais Alex, il y a peu de chances que vous le voyez lundi soir. Je voudrais juste faire une dédicace à tous les experts football qui sont autour du plateau. Là, vous êtes en train de vous faire tomber dessus. Il est suspendu pour le match. Et oui. Il a pris 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs, oui, donc il est suspendu, il ne joue pas contre le Havre, donc il ne peut pas marquer. D'accord. Okay. Bon, sachant que je vous rappelle. Je vous ai pas relevé parce que j'ai oublié. En même temps, Mehdi envoie un message privé en disant doublé de Hilé. Donc vous avez 10 secondes pour changer qui ça. fait le corner et qui envoie la patate en lucarne. Voilà. Vincent. 1-0 Dessler. 1-0 Dessler. Et bien moi je vais vous mettre un partout comme ça parce que moi je suis un mec gentil. Mais moi tu m'as fait un petit peu peur, Gilles, je vais pas te mentir. Et vu que vous avez une belle assise défensive, je pense qu'on va conseiller l'ouverture du score et qu'on va venir égaliser à la fin. Et ça fera un petit 1 partout et on va mettre un petit but de bas du coup du côté du Havre parce que tu me l'as bien vendu. Et je vais mettre Ado qui va continuer sur sa belle lancée côté toulousain. Et on a Yves un chroniqueur qui fait partie de l'émission bien sûr, qui nous envoie un petit bon 0-0 des familles du lundi soir. Voilà. Gilles, est-ce que je peux te proposer, toi ou même un de tes compères, mais si c'est toi c'est bien aussi, est-ce que mardi prochain tu veux venir faire le débrief avec nous de ce match? Mardi prochain? Ouais. Allez, plus on est de fous, plus on rit. Même heure, normalement on fait des retours de match, on fait des débriefs. Et écoute, si tu es disponible ou que quelqu'un de la rédac est disponible, si vous voulez venir faire le débrief avec nous, c'est avec grand plaisir. Eh ben, y a pas de souci, c'est noté, il y aura quelqu'un au poste. Bon bah c'est super. Bah écoute Gilles, on te remercie d'être venu, déjà d'avoir participé avec nous, d'avoir présenté un peu cette équipe havraise. Est-ce que tu peux faire un peu de pub pour tes réseaux ou c'est qu'on vous retrouve pour actu.fr? Et ben, on se retrouve donc sur actu.fr pour le site qui permet l'inscription aussi au concours de pronostics et puis de pouvoir savoir si les gens ont envie de participer au podcast des activistes que vous retrouvez sur la chaîne YouTube actu_fr. Et vous retrouverez les réseaux facilement actu.fr, actu_fr et voilà, c'est très bien. Et pour conclure, je pense qu'on aura tous une grande pensée pour un divin chauve qui a gardé la cage de notre club lundi soir. Je pense qu'il y aura des gros moments d'émotion et quelques pleurs dans les tribunes et devant les écrans pour penser à Christ. Exactement. Oui, c'est vrai que ce sera un peu un hommage à Christophe Roveau aussi, c'est bien dit. Vincent, il va s'occuper de relayer vos réseaux sur nos réseaux à nous, donc n'hésitez pas à les suivre. On te remercie Gilles, on te souhaite une très belle soirée et on te dit du coup à la semaine prochaine, ou peut-être à bientôt si c'est pas toi mardi prochain, et surtout un bon match. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu
Tu mens, il ment. Alors, on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, on va entamer ce débat parce que oui, cette semaine on fait un débat. C'est vrai que des fois on les fait pas, on les squeeze un peu. Mais c'est parce qu'on a toujours des choses un peu plus intéressantes. Et il y a Baptiste, il me regarde avec grand sourire en croisant les doigts. Parce qu'on va devoir accueillir notre deuxième invité par téléphone, notre invité supporter. C'est Arnaud. Est-ce que tu nous entends, Arnaud ? Ouais, moi je vous entends. Oui. C'est une masterclass de Mathis qui est en train de soulever la coupe à la maison. Enfin, de ramener la coupe à la maison et de la soulever. Enfin, il fait tout. Il est à fond. On embrasse Benjamin-Mendy. Hein. Exactement, ouais. Ben, ouais, on l'embrasse. On l'espère pas la même Enfin, finalité. faut pas embrasser ce qu'il embrasse par contre. Ça va, Arnaud ? Ouais, ça va. Et vous, je constate que personne n'a pensé à Zachary Boucher quand on a parlé d'un mec qui avait gardé les caisses du Havre et de Toulouse. Non, il a vidé les caisses de Toulouse, il les a pas gardées. Hein. Écoute, on a préféré parler de Christophe Provost. Je pense qu'au niveau en termes de niveau, c'était quand même plus intéressant. Qu'est-ce qu'il devient, Zachary ? Pour la boutade. Et d'ailleurs, il est sans contrat. Hein, c'est bien qu'il le reste. On l'embrasse. Non, je rigole. Arnaud, tu étais déjà venu dans l'émission et tu nous as envoyé un petit message sur le site il y a quelques semaines pour revenir parce que tu voulais parler un peu de Redbird et de du projet Redbird année 2, les aspects un peu économiques, nouvelle réalité mondiale dans l'ensemble, mal perçu par les supporters, etc. On y viendra en fin de débat. On va commencer d'abord ce débat sur un petit bilan de 2 saisons. Je vais lancer Auxence qui va nous lancer un petit peu ce débat puisqu'il a des petites questions pour nous. Donc c'est parti. N'hésitez pas aussi à réagir sur la feuille de match sur Facebook. Vincent lira vos commentaires. Exactement, pardon. On commence avec l'équipe. On en avait déjà un peu parlé il y a 2 semaines. 2 secteurs ont particulièrement évolué depuis l'année dernière, à savoir du coup l'attaque et la défense. Et le gardien et le milieu batave donc sont restés fixes. Avec tous ces mouvements, donc la question semble légitime. Le TFC 2020-2022 semble-t-il meilleur que celui de 2020-2021 ? Après 6 journées et la première place actuelle, qu'en pensez-vous ? Est-il meilleur ? Collectivement, oui, je dirais. On va dire on a peut-être moins d'individualité comme on a pu avoir des Manu Koné, des Amin Ali la saison dernière, mais on sent qu'il y a une réelle force collective et que pour l'instant rien ne peut nous toucher. Voilà, on a subi quelques buts, quelques occasions, on s'est fait rentrer dedans quelques fois, mais on a toujours cette solidité, cette régularité là depuis le début de saison. Et ouais, j'irais à dire que c'est un début de saison réussi sur ce point-là. On a des joueurs qui connaissent plus la Ligue 2, qui se sont habitués maintenant à ce championnat. Je vais te prendre l'exemple du milieu. On en avait discuté à une émission avec Yves aussi qui avait soulevé ce constat-là. On a des joueurs maintenant qui sont aguerris à ce championnat, qui connaissent le rythme, qui connaissent les équipes qu'on affronte, et on sent au-delà du fait que dans le jeu c'est pas transcendant. Voilà, ça manque. Montagnier l'a déjà dit que dans le jeu c'était pas ça. Il y a la citation que le bilan comptable est bien sûr satisfaisant. Arriver à l'entrée nationale et ce nombre de points, c'est vrai que c'est appréciable. Sur le plan du jeu, je n'étais pas totalement satisfait. Mais on sent qu'on surfe sur nos forces. Je vais te prendre un comparatif par exemple avec le PSG en Ligue 1 qui est au-dessus. On sent des fois ils jouent un peu avec le frein à main et voilà, ils envoient pas tout ce qu'ils pourraient donner. Nous on a l'impression que c'est un peu pareil en Ligue 2, on a l'impression qu'on pourrait faire encore plus, mais qu'on est sûr de nos forces en fait, et que il n'y a pas grand chose qui peut nous atteindre parce qu'en face, après on n'a jamais été confronté à des équipes d'un calibre pour le moment supérieur. On pensait que Dijon ça pouvait être un test, au final on a vu que Dijon c'était assez difficile cette année, mais voilà, pour le moment satisfait. J'attends de voir vraiment quand on va rencontrer une équipe vraiment qui va pouvoir nous faire chier clairement. Qui va arriver là, hein. Le Havre déjà, je pense que le Havre, ça va un déplacement au Havre c'est jamais facile. Mm. Voilà, d'affronter des Paris FC, des Sochaux, des Grenoble, de voir jusqu'à la prochaine trêve. J'ai le calendrier si tu veux, Nathan. C'est Le Havre, Grenoble, Dunkerque, Caen, Amiens jusqu'à la prochaine trêve internationale. Ouais. Donc là je pense qu'on va avoir déjà c'est un tournant, voilà, on est en plein milieu de la saison, là on a disputé 6 matchs, là on va arriver au match octobre-novembre, voilà, on sent qu'il y a souvent des coups de mou dans les équipes aussi, donc moi je pourrais dire un avis vraiment à ce moment-là. Vincent. Ouais, une réaction d'Henri qui dit attention, on a rencontré beaucoup d'équipes en difficulté, mais après c'est vrai quand on voit le calendrier, on joue que des équipes de Ligue 2, c'est quand même un avantage qu'à la trêve.
Équipe en difficulté, les amis. L'année dernière, on a affronté Dunkerque, on a affronté Auxerre, etc. Enfin, Auxerre, c'était pas une équipe en difficulté, mais on a quand même 10 points de plus par rapport à l'année dernière. On va pas se mentir. Ok, on joue pas très bien. On a les quand 10 même points 16 qu'ils ont marqué pour être champion l'année dernière. Arnaud, tu es d'accord avec Nathan? Tu le trouves un peu dur, un peu sévère, un peu logique? Je sais pas. Toi, quel est ton point de vue sur ce début de saison? Non, moi je trouve l'équipe aussi meilleure, tout simplement parce qu'on a plus de West en défense. Déjà, c'est un premier point. Et deuxièmement, on a un coach qui connaît plus qu'un schéma tactique. Donc ça, c'est un deuxième point aussi. C'est-à-dire qu'on est mieux armé du point de vue de l'effectif, à mon avis, ou un effectif plus homogène, avec plus de changements possibles, et aussi un coach qui est capable en fait de proposer des solutions et de s'adapter à l'adversaire, qui nous a beaucoup manqué l'an dernier, puisque notre coach n'utilisait quasiment pas les changements et ne changeait quasiment pas de schéma tactique, sauf gros problème. Auxence, il fait bien de parler de tout ça parce que... Exactement, c'est mon deuxième axe de débat, puisque d'un point de vue tactique, finit le traditionnel 3-5-2 de Patrice Garande et place au coach Montagnier. Donc ça, du coup, c'est la partie qu'on n'avait pas abordée il y a 2 semaines, là c'est parfait. Après 3 rencontres en 3-4-3, le nouvel entraîneur toulousain semble avoir opté pour le 4-3-3, avec notamment le retour de Spearings. Désormais, l'équipe maîtrise 2 schémas tactiques, ce qui va la rendre beaucoup plus imprévisible. 16 points sur 18 possibles, un nul puis 5 de victoires consécutives. Quel bilan tiré de cette première trêve? Arnaud, qu'est-ce que tu en tires de ces 2 schémas tactiques et de ce petit bilan de 1 nul et 5 victoires? Est-ce que tu penses qu'on gagne nos matchs tactiquement ou on les gagne mais parce qu'on est meilleur? Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vu la gagne par la tactique, mais par contre, on le verra dans le futur parce que l'effectif qu'on a après Mercato, il est adapté justement au fait de pouvoir switcher d'une défense à 4 à une défense à 5. Donc du coup, je pense que par exemple, quand on va avoir Diakité qui va être dispo, plus Nicolas Hyssen qui a toujours pas joué, etc. D'ailleurs, c'est un des gros points des matchs qui vont venir, c'est qu'il ne faut pas oublier que là, en fait, par rapport à nos bons résultats, on a perdu Gabrielsen, qui était notre un peu gars sûr, entre guillemets, de la défense côté grognard. Donc il va falloir voir qui prend la place et s'il le prend efficacement, parce que Gabrielsen, il rattrapait quand même pas mal de prises de risque, on va dire, de Rouault à bon escient, les prises de risque, mais Gabrielsen, il a été bon d'un point de vue mentalité par rapport à ça. Ouais, mais Diakité devrait revenir normalement. Je pense que Diakité, peut-être qu'il aura un peu de mal à enchaîner de suite. Nicolas Hyssen était recruté pour ça. C'est vrai que c'est des inconnus qu'on n'a pas. C'est vrai que Gabriel Hyssen, malgré ce qu'il était, il était quand même présent. Je n'avais pas envie de dire performant parce que je le trouvais pas très performant, mais il était présent. Il y avait une bonne association avec Rouault. Ce que j'apprécie personnellement dans ce changement tactique de Montagnier, enfin pas ce changement tactique mais dans la venue de Montagnier, c'est quoi? L'année dernière, on a beaucoup critiqué, et ici dans cette émission, rappelez-vous les gars, que Garande avait que son 3-5-2, qu'il avait du mal à passer à autre chose. Là, on a déjà vu un 3-4-3, un 4-3-3 qui sont prometteurs, qui sont pas efficaces parce que c'est en cours d'acquisition. C'est prometteur, et il y a, je sais pas, on dirait qu'il y a, comment dire, de l'envie, enfin je sais pas, mais du potentiel. Voilà, j'ai trouvé mon mot, du potentiel. Puis l'an dernier, on part des matchs où on est vraiment prévisible. Quand on arrive au mois de janvier à mars, là où on perd vachement de points à l'extérieur, on sait comment ça marche en fait ce 3-5-2. C'est les pistons qui débordent, mais les pistons qui étaient cramés à un moment donné parce que c'était tout le temps le même schéma, les mêmes efforts, les mêmes déplacements. On était trop attendus et c'est ce qui nous a fait défaut. Parce que maintenant ils savaient comment ça attaquer, ils savaient que voilà, ça bougeait pas mal au milieu, ça venait faire du soutien, ça venait apporter. Les pistons, on les savait rapides avec Morera et Machado. Voilà, on savait d'où le danger venait. Là, c'est vrai qu'on est un peu plus imprévisible. Bon, dans le jeu, voilà, je pense qu'on en a encore sur le pied pour développer ce développement. Voilà. On est tranquille là. Et on a vu avec un Spearings qui revient dans ce 4-3-3 aussi, qui a été meilleur dans ce 4-3-3 en 6 qu'au début avec ce 3-4-3. Donc il y a beaucoup de motifs d'espoir et c'est bien d'avoir 2 schémas en fin de match, de pouvoir s'adapter, de pouvoir surprendre l'adversaire, de pouvoir faire souffler des joueurs aussi en changeant de schéma tactique. C'est ce qui est plaisant avec le coaching de Garande. Plusieurs réactions sur le Facebook Live. On a Fred, pour lui, comptablement, le bilan est très bon. Par contre, dans le jeu, tout reste à faire. La question de savoir si cela suffira pour être dans les 2 premiers. Pour lui, il faut voir aussi le niveau des recrues que l'on a finalement peu vu, et notamment défensivement. Donc Nicolas Hyssen, Logan. Si je peux te permettre de te couper, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On est tous d'accord que sur le bilan comptable, on est tous très satisfaits. Et nous, les premiers, on a un peu peur, et là, on est très contents. Dans le jeu, on est, comme Montagnier l'a dit, je suis pas totalement satisfait. On est tous pas totalement satisfaits. Il y a des mi-temps qui sont moyenne, plus.
Valenciennes par exemple. Voilà. Ouais, les deuxièmes mi-temps qui c'est parce que qui sont un peu machin, mais on les gagne ces matchs. Oui, est-ce que l'année dernière, dans la difficulté, on aurait gagné ces matchs? Je ne suis pas sûr. Donc il y a une certaine expérience. C'est Yves aussi qui nous disait on gagne aussi des fois peut-être un peu plus à l'expérience. Ouais. Mais ça reste un début de saison où tout est positif et où tout nous réussit. Il suffit d'un coup dur. Il suffit d'une défaite, admettons, contre le Havre, ce que je ne souhaite pas. Mais à voir comment l'équipe aussi va réagir. On en aura des jokers de toute manière. Oui, on aura des jokers, mais à voir aussi comment on réagit face à une spirale négative. À voir si on est capable aussi d'hausser le niveau de jeu, que des joueurs s'affirment aussi. Donc voilà. C'est vrai que pour le moment, tous les feux sont ouverts pour le moment, mais moi j'attends vraiment d'avoir un adversaire vraiment qui va nous rentrer dedans et de voir comment on va réagir avec cet effectif-là. J'ai pas en tête la première compo de la première journée du championnat, mais je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup aussi. Mais que voilà, on l'avait déjà dit que la première compo n'était pas celle qui aurait début septembre, et je pense qu'on est dans ce cas-là. Gabriel Sen, comme il l'a très bien dit Arnaud, déjà. Comment ? Il y avait Adli, il y avait Gabriel Sen, il y avait Antiste. Enfin voilà, ces mecs-là sont partis, c'est fini, il y a un renouvellement. Le recrutement pour le moment n'a pas été dégueu, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Il y a un projet de jeu, ça va se mettre en place. Laissons-leur encore peut-être un mois, peut-être jusqu'à la prochaine trêve, mais après il faudra pas trop attendre. Arnaud, est-ce que ça te fait peur, toi, peur, c'est un grand mot, les prochains matchs du TEF jusqu'à la prochaine trêve internationale que je te... Non, pas vraiment en fait, parce que je pense que c'est un peu ce que Nathan disait, mais l'an dernier on était attendu et surtout en fait on était out-coaché à chaque fois qu'on bloquait nos points forts, et nos points forts c'était notamment notre point fort, c'était Adli. On s'est fait out-coacher plein de fois quand les adversaires ont réussi à bloquer Adli. Cette année en fait, et c'est la force du TFC depuis le début de l'ère Redbird, c'est que tous les ans en fait les équipes elles ne connaissent pas les joueurs qu'on aligne. Les recrues qu'on a en fait, Ado personne ne le connaît, Genro personne ne le connaît, Dessler personne ne le connaît, et en fait on bénéficie quand même d'un effet de surprise en ayant recruté des gens qui sont plutôt bons. Justement en fait nos adversaires ne les connaissent pas, ne les ont pas scoutés, et donc du coup je pense qu'on bénéficie de ça aussi, au moins pour la première partie de saison. Tu penses que ça peut durer ça? Ouais, moi je pense que ça peut durer, mais de toute façon je pense que ces gens-là sont au-dessus de ce qui se fait en Ligue 2 pour moi. Enfin, Dessler, il n'a pas d'équivalent déjà en Ligue 2. Ouais, d'accord. Jean-Ro, je pense qu'il a un sacré potentiel, surtout avec des Jaguero un peu transparents, moi je trouve, justement en ce moment. Oui, ça on est tous d'accord. Il y a une nouvelle arme aussi côté TFC, les gars. 13 buts marqués, 7 suite à des coups de pied arrêtés. Et c'est là où notre Branco national excelle, puisqu'il y a 5 passes décisives quand même. C'est vrai que c'était la force du mois d'août et de fin juillet de la part de nos Toulousains. Je pense que la vidéo va beaucoup marcher chez nos adversaires pour essayer de nous bloquer. Mais on a quand même l'avantage d'avoir un mec qui tire des super corners. Et des mecs qui sont bons pour les reprendre aussi. Qui sont bons pour les reprendre, parce que Ado, faut la remettre la tête quand même. Donc oui, c'est une force. C'est une force, oui. L'an dernier aussi, ça faisait partie de nos forces. Là, c'est bien d'avoir un Van Den Boomen qui est au top vraiment dès le début du championnat, d'avoir sur la régularité aussi. Exactement. Et de pouvoir s'appuyer sur sa patte. On sent que le danger, à n'importe quel moment, sur un coup de pied arrêté, il peut venir, quoi. Donc on va dire, même si dans le jeu c'est pas flamboyant, on peut toujours grappiller quelques points par l'intermédiaire de ces phases-là. Et à l'inverse, on en prend beaucoup moins sur coup de pied arrêté. Ouais. Et ça, c'est parce que l'année dernière, rappelez-vous, c'était le gros point noir du début de saison. Je suis curieux de voir Nicolas Hyssen aussi sur les phases défensives et offensives. Il me semble qu'il a claqué quelques buts aussi offensivement. Donc de voir, apparemment, il est solide, il est assez grand. Donc assez curieux de voir un petit peu son profil et voir ce qu'il va pouvoir apporter à cet effectif-là. Pour les quelques minutes qui nous restent, Arnaud, tu vas aborder le projet un peu Redbird. Ça fait un peu partie aussi du bilan parce qu'il y a le mercato qui vient de passer. Qu'est-ce que tu veux nous apporter au niveau de Redbird sur cette année 2? Est-ce que toi tu es toujours satisfait de Redbird? Est-ce que tu nous sens en danger? Est-ce que ça te fait peur? Je sais pas, quel est ton sentiment? En fait, moi je dirais que Redbird, la victoire, elle se fait pas que sur le terrain, mais justement en dehors. En fait, il y a quelque chose qui a été accompli par Redbird qui, quand on prend un peu de recul, est assez fou. Si on prend juste les problèmes qu'ils ont traités rien qu'à l'intersaison, donc ils assainissent encore plus la masse salariale. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun joueur qui dépasse les 30 000 euros de salaire. Ils ont trouvé des solutions pour tous les situations de joueurs qui étaient problématiques. Adli qui voulait partir, Antis qui voulait partir, qui ont été vendus correctement. Gabriel Sen, qui même s'il avait une bonne mentalité, avait déjà la tête ailleurs, on lui a trouvé une solution last minute qui en plus peut être inversée en janvier. Bayo, ça a été jaugé assez vite, coûtait trop cher, du coup il était remplacé par un profil qui peut apporter aussi beaucoup de buts, qui vient d'un championnat exotique, etc. etc. Il y a aussi le problème des terrains d'entraînement qui a été réglé.
mais il y a aussi et surtout la reconnexion depuis 2 ans avec le peuple toulousain, qui était un peu ce qu'avait délaissé Sadran en fait, en se disant en fait il était lassé, il s'était désengagé en fait de la connexion avec le public. Redbird au contraire, quand ils sont arrivés, ils savent qu'ils ont acheté à la fois un club de foot à potentiel, mais aussi un bassin de population à potentiel qui se sont reconnectés avec. Et c'est très malin parce que demain, en fait, ils vendront des maillots, ils vendront des abonnements, ils vendront des places. Ils auront fait la boutique demain, d'ailleurs. Quand ils vont vendre le club, ils vendront un beau bassin de clients potentiels en fait avec le club qui s'aideront potentiellement en Ligue 1. Donc moi, je suis assez bluffé par Redbird et vraiment, je pense qu'ils ont fait du club un club qui est prêt pour le football de demain, notamment en Ligue 1. En fait, quand tous les Ligue 1, notamment je pense à Bordeaux, qui seront fauchés en fin d'année avec leur dizaine de millions de passifs et leur 19e place, en fait, tous ces clubs-là, ils vont être remplacés petit à petit par des clubs qui doivent être bien gérés. Et je pense que vraiment, Redbird a nettoyé en soi en fait le bon club de demain, quoi. Donc toi, tu es totalement satisfait par nos amis de Redbird. Je suis satisfait, mais je suis pas dupe de la logique aussi qui est de préparer un beau produit à revendre en fait. Aujourd'hui, le TFC, c'est un club qui a du potentiel d'un point de vue merchandising, c'est un bassin de population énorme, qui sont en train de convertir en consommateurs fidèles, puisque quand on voit, il y a juste à regarder en fait les accueils des bus ou les accueils de cette année en fait pour voir qu'en fait le public se reconnecte en masse et que du coup il y a un attrait et une curiosité qui est importante de la part de Toulouse envers ce club qui dégage une image positive, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'il ne communiquait pas. Donc je pense que voilà, nous on en bénéficie après avoir une fois que Redbird voudra peut-être passer la main demain, mais pour l'instant ils font du trading, c'est-à-dire qu'ils arrivent à générer quand même de grosses plus-values. Je rappelle juste que la balance cette année c'est 15 millions pour moins de 5 millions d'arrivées. Donc s'ils font ça tous les ans, je pense qu'ils vont attendre un peu avant de vendre. Ouais. Après, est-ce que tu penses qu'ils sont là encore pour 1 ou 2 ans, sur du court terme, dès qu'ils vont un peu redorer le blason et refaire vite une recette, ou tu crois vraiment leur dire qu'ils sont là pour le long terme? Parce qu'à la base, quand ils sont arrivés, ils ont dit que c'était là pour le long terme. Ils sont là pour amener le TFC dans les places potentiellement Ligue Europa, et à ce moment-là, ils vont écouter les offres. Ils nous ont vraiment pas acheté cher, honnêtement, et par rapport aux possibilités que ces fonds de pension ont. Il y a des fonds de pension qui sont bien plus puissants qu'eux. S'ils voient en fait les retombées et potentiellement en fait si la partie merchandising marche bien en plus de ça et enfin vous voyez vous-même en fait le prix des joueurs qui sont vendus en Ligue 1. Par exemple Gaëtan Laborde, il est vendu 15 millions d'euros. Donc du coup en fait les prix sont pas les mêmes et les recettes sont pas les mêmes non plus. Donc ça va être très intéressant pour un futur repreneur. C'est intéressant. Vincent, tu as des réactions? Quelques réactions en commentaire sur Facebook Live. On a Fred qui met en avant les quelques couacs de ce début de saison au niveau Redbird. Pour lui, la gestion au niveau de la billetterie, des abonnements, de la boutique et de l'affluence au stadium qui est un poil décevante. Pour Henri qui le rejoint aussi, que c'est quand même intéressant, mais il y a quand même quelques bugs. La carte d'abonné, le maillot, le truc autour de TFC et tout ça. Ouais. Et Yves qui nous dit aussi que financièrement ils n'ont pas vraiment nettoyé parce que le club était déjà bien était déjà bien géré au sein du niveau financier, et c'est vrai que ça c'était peut-être une des seules choses qui était pas trop mal gérée, mais on peut souligner cette... continuer avec ce niveau de salaire là en fait. Oui, mais après c'était les salaires Ligue 1, attention, en Ligue 1 le salaire à 70 000 c'est une moyenne, après on a peut-être trop payé certains. Aujourd'hui ces salaires là en fait sont pointés du doigt par les clubs de Ligue 1. Oui, là, en fait, mais parce qu'il y a une crise aussi sanitaire, il y a une crise des droits TV, il y a tout un contexte à côté. Quand on est en Ligue 1, il y a 2 ans, il n'y avait pas tout ça non plus. Faut remettre aussi dans le contexte. Attention. Mais tes droits ils sont chez Amazon aujourd'hui, qui est le seul détenteur, et demain il n'y aura pas de concurrence, enfin très peu a priori, puisque quand on voit la volonté de Canal+ de retourner sur le marché, je pense qu'en fait il faut surtout s'attendre à une assiette du droit télé qui était le principal pourvoyeur d'argent qui va baisser en fait, et donc tes salaires en fait Ligue 1 ou pas, c'est plutôt des salaires qu'on doit payer avant les années 2020 en fait. Ça on est d'accord, de toute façon la crise elle y est partout, et la crise elle est même sur tout le foot français, hein. Tu prêches un convaincu, mais niveau financier, l'ère Sadran c'était pas la cata. Niveau com, là on est d'accord. Je pense que niveau com, tout ce qui se passe, on est même surpris. Hein, on va pas se mentir. Il y a eu du progrès, on va dire. On est même surpris. Après, il y a des belles initiatives. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils écoutent aussi ce qu'on dit le mot TFC quand ils ont fait le live là sur Twitter. La question a été posée et bon, voilà, ils
Ils ont rigolé un petit peu, ils ont dit bah c'est comme ça, on essaie de tenter des trucs et on sait que ça plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Il nous reste deux petites minutes avant qu'on clôture l'émission. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire, Arnaud? Non, juste que je suis content de repasser dans l'émission et surtout je suis content de ce qu'est devenu le TFC. Comme vous avez dit lors de mon premier passage, moi au moment où Alain Casanova revient et donc à la fin de l'ère Sadra, moi j'ai arrêté de suivre le club alors que je le suivais depuis les années 90. Donc je persiste dans ce que j'ai dit à l'époque. Je trouve qu'on a une belle histoire qui recommence. Après il faut rester prudent par rapport aux réalités qu'il y a derrière et aux intérêts qu'il y a derrière, mais pour l'instant en fait moi je pense qu'on devient le club qui va être là pour prendre la place au moment où tous les autres vont être à la peine en France, notamment au premier étage, donc je vois ça sous les meilleurs auspices, on va dire. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord, un petit peu tous d'accord sur ça, et comme le dit très bien Yves, qu'on raconte une histoire, et là ça fait 1 an et demi qu'on est en train de raconter cette histoire, et c'est pour ça que les gens reviennent au stadium et qui reprennent de l'engouement pour ce club aussi. Les amis, on va bientôt se quitter parce que il faut se quitter au bout d'un moment. Arnaud, je vais te remercier, merci d'être venu dans l'émission, merci d'avoir apporté ton point de vue. Tu reviens quand tu veux, tu connais la démarche, un petit mail sur la feuille d'image. Alors après, j'avoue, au mois d'août, on n'a pas répondu très rapidement, mais je vais pas te cacher quand on était en vacances et qu'on n'était pas trop sur les mails. Mais là maintenant on est de retour, on est là, donc on vous répondra un peu plus rapidement. Mais faites comme lui, allez sur le site et nous envoyer un petit mail. Vous viendrez participer par téléphone ou en vrai. Vous aurez l'occasion de voir Auxence, Nathan, Vincent, en vrai, peut-être Camille, Mehdi, Yves, Mathis, peut-être Elliot, même si Elliot est meilleur. Devoir gérer Jingle Palette. Exactement. Merci à tous, merci à toi Arnaud, on embrasse les absents bien sûr aussi qui nous écoutent. Merci à toi Vincent d'avoir géré les réseaux, Auxence, Nathan, Mathis et Elliot. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Occitanie de 20h à 21h. Bon match pour l'équipe de France en espérant que Didier et retrouver sa chatte. Exactement. Bonne soirée. Ciao.